Monsieur le Président m'a demandé d'apporter quelques nouvelles de la Chine d'aujourd'hui. Je me suis dit, bon voilà, il va falloir qu'on parle à la fois de la Chine et de l'intelligence artificielle, alors que ces deux sujets sont vraiment des sujets qui ne laissent personne indifférente. Mais force est de constater que l'intelligence artificielle et la Chine suscitent beaucoup plus de crainte que d'adhésion pour l'intelligence artificielle. La question se pose autour de la place de l'humain, tandis que pour la Chine, c'est de dire comment l'Europe doit faire face à la puissance chinoise qui est en train de remodeler le monde. Donc, ce qu'on entend souvent dans les médias, c'est la censure, la répression, ou bien un capitalisme communiste qui, voilà, l'image de la Chine reste déconcertante, assez surprenante. Mais comment peut-on comprendre ce qui se passe en Chine aujourd'hui? J'ai préparé quelques slides. Je vais construire ces petits exposés en deux parties. La première partie, c'est de voir quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la gouvernance politique. Et ensuite, on va voir quel est le rôle du gouvernement chinois sur l'économie de l'intelligence artificielle. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on entend souvent, c'est plutôt la censure, la répression, etc., ou la liberté d'expression. Sans occulter ces aspects, je pense qu'il est important de le dire, mais ce n'est pas tout en réalité. La technologie de l'intelligence artificielle, ces avancées technologiques, ont en réalité donné plus de voix à l'opinion publique grâce aux médias sociaux. Madame Reynaud tout à l'heure avait évoqué avec les WeChat, Weibo, TikTok, il y a une explosion de médias sociaux. N'importe qui en Chine peut s'exprimer beaucoup librement, je ne peux pas dire beaucoup librement, mais beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une masse d'informations qui peut circuler rapidement sur les réseaux sociaux. Et cette facilité technologique a donné plus de voix à la population. Et ça, c'est lié au progrès technologique et surtout le développement des médias sociaux. Ça, c'est la première constatation. Et ensuite, on peut dire en réalité, et l'image que nous avons de la censure est après une recherche récente par les chercheurs occidentaux et aussi il y a la participation des chercheurs de Hong Kong. En fait, ils ont compté sur l'opinion publique et les médias sociaux, le rôle de tout cela dans la gouvernance politique, et ils ont constaté qu'il y a une grande quantité d'informations sur des sujets extrêmement sensibles et qui circulent, qui ne sont pas vraiment censurés. Alors ça, c'est très surprenant. Et pourquoi? En fait, ils ont découvert que le gouvernement chinois était motivé de laisser ces informations circuler sur les médias sociaux parce que, justement, la technologie de l'intelligence artificielle, de ce traitement automatique des masses de données, permet un contrôle facile et à faible coût. Ce serait imaginable de contrôler manuellement tout cela, mais avec le traitement automatique, c'est possible. Donc, c'est-à-dire que les médias sociaux permettent, et l'intelligence, le progrès technologique a permis une information remontante plus facile. D'après la même étude, contre la corruption, par exemple, il pouvait,
le gouvernement central peut savoir à quel lieu et quand il y a quel problème de corruption. Il pouvait même, en théorie, prédire quel cadre, à quelle localité aurait peut-être des problèmes de promotion, ou en tout cas, il y aurait quelques répercussions sur l'évolution de sa carrière par la suite. C'est tout cela, c'est grâce aux médias sociaux. Ensuite, il y a d'autres recherches en sciences sociales qui ont prouvé qui ont donné aussi d'autres évidences, de dire que en fait, le gouvernement chinois, pour une meilleure gouvernance sociale, prend les médias sociaux comme un instrument de renseignement de l'opinion publique. La lutte contre la corruption, on a dit tout à l'heure, il y a aussi l'exemple de la lutte contre la pauvreté. Il y a un système assez ancien de la pétition en Chine, quand le petit peuple n'est pas content et il va falloir qu'il puisse faire la pétition. Et là, ça se fait actuellement en ligne. Et sur 900 000 pétitions qui ont été traitées justement grâce au traitement automatique, et bien, le gouvernement chinois a pu mettre des mesures adéquates, de dire dans quelle région, quels problèmes sociaux sont les plus graves, et de mettre de mettre en place des mesures politiques adéquates pour lutter contre la pauvreté. Ça aussi, c'est un autre exemple. Je prends un dernier exemple de la décision politique de déconfiner la Chine en printemps 2020. Et ça aussi, c'est l'analyse des données, des opinions sur les médias sociaux. Et le gouvernement a repéré qu'en fait, il y avait beaucoup plus de mots-clés sur l'économie, chômage, etc. Et finalement, ils ont décidé d'ouvrir. Cette étude a été conduite de février en avril. Et cela en fait, ce sont des effets positifs grâce au progrès technologique dans la gouvernance politique en Chine. Ça, je crois que ce n'est pas assez dit, et c'est une information nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Néanmoins, il y a des limites de la technologie, y compris la technologie de l'intelligence artificielle. Ce contrôle plus facile, à faible coût, se passe à tous les niveaux. C'est-à-dire que non seulement ça peut se passer au niveau central, mais aussi à d'autres niveaux administratifs. Il y a 4 niveaux administratifs en Chine: central, ensuite provincial, et ensuite municipal, et ensuite de district. Ça, c'est vraiment un système administratif de niveau très ancien et très caractéristique de la Chine. Tout au début de la crise sanitaire, en fin 2019, ce qui se passe, c'est que vous connaissez tous cette histoire du médecin. Au début, il a été censuré, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout Pékin qui a censuré la voix de ce médecin, mais c'est-à-dire que le niveau local, grâce à une précision de contrôle plus facile, ça a été étouffé. Il y a eu une sorte de dissymétrie d'informations au niveau local. Le central n'était pas mis au courant à temps. Donc, en fait, cela n'est pas une question technologique, c'est plutôt une question du système politique à plusieurs niveaux. Voilà, ça c'est un exemple pour dire que le progrès est là, peut contribuer à une meilleure gouvernance sociale, et c'est un fait, mais il y a quand même des limites. Et ce sont des limites que
la technologie ne peut pas remédier, ce sont des limites inhérentes au système. Ensuite, là, je vais parler de l'impact du système politique sur le développement économique de l'intelligence artificielle. Là, mon propos est basé surtout sur un papier qui a été récemment publié dans une revue américaine par des économistes. Il y a deux découvertes qui sont très significatives. La première, c'est le gouvernement chinois, qui est considéré comme un régime autocratique. Eh bien, ce régime, il est compatible avec le développement économique de l'intelligence artificielle. Et non seulement compatible, mais il est même promoteur. Il joue un rôle de promotion. Il est en capacité de promouvoir l'intelligence artificielle et le développement économique. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une sorte de partage de données gouvernementales et ce partage de données gouvernementales crée un effet de l'économie de gamme. Et dans l'intelligence artificielle, la caractéristique, c'est ce qu'on appelle learning by doing. C'est parce que les entreprises ont accès à ces données de masse, la grande population chinoise fournit beaucoup de données. Et cette étude a eu lieu uniquement dans le secteur de reconnaissance faciale. Et pendant la collecte de données de ce papier de 2013 à 2019, il y a eu plus de 28 000 contrats publics de la sécurité publique qui sont passés et impliquant la technologie de reconnaissance faciale. Et il y a plus de 7 800 entreprises d'intelligence artificielle dans ce secteur de reconnaissance faciale. Et dans cette base de données de 7 800 entreprises, au moins 1100 entreprises ont eu un contrat, au moins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, c'est un écosystème extrêmement, c'est peut-être un peu exagéré, c'est un écosystème beaucoup plus décentralisé. Il y a beaucoup par comparaison aux États-Unis, ce sont les grandes entreprises qui dominent. Et dans le rapport récent de la sécurité publique américain, par exemple, il parle de promouvoir une plus saine concurrence avec 100 chercheurs. Donc, par rapport au système américain, il y a les gouvernements locaux qui passent beaucoup de contrats avec beaucoup plus d'entreprises. Voilà. Donc, c'est un système beaucoup plus décentralisé, avec plus d'entreprises et qui sont assez dynamiques pour se mettre en compétition et ensuite d'avoir accès aux données gouvernementales. Et ensuite, cette économie de gamme, c'est qu'en ayant accès au gouvernement, aux données gouvernementales, ces entreprises ont la capacité de produire d'autres logiciels à des fins commerciales. Donc, j'arrive à ma conclusion, c'est que qu'est-ce que l'Europe peut faire avec ces nouveautés chinoises? La première chose est de dire que cet écosystème décentralisé de l'intelligence artificielle en Chine est une opportunité pour les entreprises européennes assez innovantes dans ce secteur. Voilà, il y a beaucoup de partenaires potentiels. Il n'y a pas que des grands qui vont racheter les petites, mais il y a beaucoup d'entreprises innovantes en Chine qui auraient besoin aussi de trouver des partenaires européens dans ce secteur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire ces contrats, c'est de dire qu'en fait, il y a aussi un rôle de soutien politique à jouer, surtout au niveau local.
parce que cet écosystème assez décentralisé, eh bien, les données gouvernementales se sont aussi gérées directement au niveau local. Voilà. Donc, avoir des soutiens politiques pour que les entreprises chinoises et européennes puissent coopérer ensemble, il me semble que ce serait vraiment des coopérations économiques assez fructueuses.